Bonjour les investisseurs, j'espère que vous êtes tous bien. Je vous propose de regarder la publication de L'Oréal aujourd'hui. On est le jeudi 17 avril, publication T1 2025 sur l'une des plus magnifiques sociétés de la cote, L'Oréal. Ok, avant de faire ça, je fais la recommandation d'usage et n'hésite surtout pas à mettre un pouce après ce genre de vidéo, ça fait super plaisir. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des mauvais qui vont avec. Ok, donc le communiqué de L'Oréal, il est là. Clichy le 17 avril, très très bien. Chiffre d'affaires du premier trimestre, croissance de plus 3,5% à données comparables. Solide dans la tempête, L'Oréal. Un chiffre d'affaires de 11,73 milliards d'euros. On va tout de suite aller voir sur une bourse qui était attendue. Je suis déjà sur la page. Il était attendu 11 milliards 686 millions et ils font 11 milliards 730 millions. Donc très très bien, ils font mieux que le consensus. Bon, de pas beaucoup. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais c'est quand même mieux que le consensus. Donc très très bien. Et en après-marché, d'ailleurs, sur L'Oréal, on est à plus 6% en après-marché à un prix, moi je trouve un peu cher. On verra tout à l'heure s'il y a un peu de potentiel, mais je trouve un peu cher. L'une des plus magnifiques sociétés de la cote, qui baisse moins dans les moments de crise, et le jour où les crises s'arrêtent, qui repart en premier le plus fort. Donc une magnifique société qui se comporte très 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 bien en bourse. On a déjà vu le chiffre d'affaires qui fait mieux qu'au consensus, plus 4,4% à données publiées, pour plus 3,5% à données comparables. Donc ils ont fait des acquisitions très très bien. La croissance des ventes bénéficie, la croissance des ventes bénéficie du phasage lié à la transformation IT de 2024 et de 2025, représentant un effet net positif de 100 millions d'euros. Ok. Donc moi je comprends qu'ils changent de logiciel comme ça, transformation IT. Et c'est un effet net positif de 100 millions d'euros. Bon, je ne comprends pas tout, mais tant mieux, super. D'ailleurs, c'est peut-être les 100 millions d'euros qui font que le chiffre d'affaires euh, est plus important. Bon, je sais pas. Le groupe surperforme légèrement le marché mondial de la beauté. Très très bien. Croissance dans toutes les divisions avec L'Oréal Luxe en tête. Super. Les parfums et le soin capillaire restent les catégories les plus dynamiques. Par zone, les marchés émergents enregistrent la plus forte progression, en particulier la zone SAPMENA SSA 2. Alors je me souviens plus. Où est-ce qu'ils l'ont marqué? Asie du Sud, Middle Est, donc Afrique, Moyen-Orient, Asie du Sud, une très grosse zone, donc qui est très dynamique, très très bien. L'Europe continue d'afficher une croissance robuste, très bien. Donc a priori, problème avec l'Asie continentale, notamment chinoise, et l'Amérique, dont ils n'en parlent pas, c'est quand même des gros marchés pour L'Oréal, ils n'en parlent pas. Ok. L'Oréal est la seule entreprise au monde à avoir obtenu pour la neuvième année consécutive la note AAA du CDP. Ok. Le groupe a aussi été reconnu comme l'une des entreprises les plus éthiques au monde par Ethisphere pour la 16e fois. Ok, donc au niveau ESG, ils sont très très bien, super. Commentant les chiffres, Nicolas Hieronymus, directeur général de L'Oréal, a déclaré: dans un environnement opérationnel particulièrement difficile et volatile, L'Oréal démarre l'année avec une croissance conforme à nos prévisions. Il y a eu de bonnes et de moins bonnes surprises. Les États-Unis sont plus difficiles que prévu, tandis que la Chine est légèrement meilleure qu'anticipé. L'Europe est, une fois de plus, notre premier contributeur à la croissance et les marchés émergents restent dynamiques. Notre stimulus beauté connaît des débuts prometteurs grâce à des innovations comme Gloss Absolu de Kerastase, Pitiox de SkinCeutical, Make Me Blush d'Yves Saint Laurent ou Elseve Growth Booster de L'Oréal Paris. Ok. Son impact ira grandissant à mesure que nous déploierons ces innovations dans de nouveaux marchés et que nous continuerons à lancer plus de nouveautés. Dans le contexte actuel, nos priorités sont de dynamiser la croissance et de gérer notre compte de résultat afin de compenser l'impact des hausses des droits de douane, en capitalisant sur notre marge brute déjà très saine. Nous continuerons bien sûr d'investir en moyens moteurs derrière nos 37 marques internationales afin de renforcer notre leadership mondial.
Par conséquent, je suis confiant que nous continuerons de surperformer le marché mondial de la beauté, qui devrait progresser malgré les tensions économiques et géopolitiques actuelles, et de réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats. Nous prévoyons une accélération progressive de la croissance. Donc, très très bien. Donc là, ils sont à plus 4,4% à données publiées de croissance. Il me semble que c'était ça la croissance du secteur de la beauté mondiale, entre 4 et 5%. Donc, ok. Donc certainement que ça a été revu à la baisse avec les annonces de Trump, hein, bien évidemment. Donc là, 4,4, ils font mieux que la croissance du secteur de la beauté mondiale. Très très bien. Chiffre d'affaires du premier trimestre. Sur les... Ah bah attendez, il y a un tableau, voilà, ok, ça va être mieux le tableau. Chiffre d'affaires trimestriel, à gauche on a 2024, à droite on a 2025, qui a très très bien. Évolution à données comparables ou publiées. On va regarder en publié du coup, parce qu'ils ont fait des acquisitions et que c'est bien, ça rentre dans le chiffre d'affaires. C'est une entreprise qui acquis régulièrement des nouvelles marques, donc je le prends en compte. Ok, donc en publié sur les produits professionnels, on est à plus 2,7%. C'est le plus petit secteur du groupe par division. Ok. Produit grand public, le premier secteur du groupe, plus 2,5%. Donc c'est très proche, hein, très très bien. Luxe, deuxième secteur, deuxième secteur du groupe, pardon, très très proche du premier secteur, les produits grand public, donc il se rapproche très fortement, et en plus il y a une croissance supérieure à la croissance des produits grand public, donc très très bien, et il se peut qu'avant la fin de l'année, le secteur luxe devienne le premier secteur, première division du groupe, du coup, hein. Ok, on va espérer. Donc plus 7,3% pour le luxe, très très bien, qui va prochainement devenir le premier secteur du groupe. Beauté dermatologique, plus 3,5%, c'est un petit secteur du groupe, c'est le troisième sur 4. Ok, très bien. Donc en tout, ça fait plus 4,4% en publié, très très bien. Par zone géographique, l'Europe, plus 4,9%, donc très bien. Fait mieux que la croissance du groupe, très très bien. Amérique du Nord, moins 1,4%. Ah, donc on se doutait qu'il y avait un petit souci, ils n'en ont pas parlé au début. Ok, donc l'Europe, c'est le premier zone géographique du groupe et suivi de près par l'Amérique du Nord. Donc l'Europe s'en sort bien, très bien, première zone géographique du groupe. La deuxième, moins 1,4%. Le troisième secteur du groupe, qui va d'ailleurs prochainement peut-être passer deuxième, l'Asie du Nord, et qui fait une belle croissance à plus 8,4%, donc très très bien. Potentiellement d'ici la fin de l'année, la deuxième zone géographique du groupe, l'Asie du Nord. Pour ce qui est de l'Asie du Sud ainsi que Afrique, Moyen-Orient, donc c'est la quatrième zone géographique du groupe, donc l'avant-dernière, l'une des plus petites, mais la plus grosse progression du groupe. Plus 12,2% en publié, donc très très bien. Ok, donc une zone géographique en expansion très très forte, plus 12% en un trimestre, très très bien. Enfin, d'une année sur l'autre, d'une année sur l'autre. L'Amérique latine, donc le plus petit secteur géographique du groupe et qui croît de seulement plus 0,4%. Donc à ce rythme, elle va pas pouvoir attraper les autres pour l'instant. Ok. En total, on est quand même à plus 4,4% de croissance. Donc Amérique du Nord et Amérique latine qui pêchent. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait plus haut? Sur les 3 premiers mois, le chiffre d'affaires s'élève à 11,73 milliards, en hausse de 4,4%, à données comparables plus 3,5%. L'effet net de changement de structure est de plus 0,5%. Ok, très bien. La croissance à taux de change constant ressort à plus 4%. À fin mars 2025, les effets monétaires ont eu un impact positif de 0,4%. Très bien. En extrapolant les cours de change au 31 mars 2024, c'est-à-dire 1 euro égale 1,08 dollars, jusqu'au 31 décembre, l'impact des effets monétaires s'établirait à environ moins 0,7% sur le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'année. Ok. Donc ils ont fait un très très bon premier trimestre au niveau monétaire, au niveau du change. C'était favorable pour eux. Mais a priori, si le dollar continue à rester aussi faible, et il y a des chances qu'il continue à rester aussi faible, le change aura un effet base négatif de moins 0,7% sur l'ensemble de l'année 2025. Bon, moins 0,7%, ça reste moins que l'année dernière, hein. En moyenne, c'était 2%, il me semble,
pour l'ensemble des publications qu'on a lues. On va tous se lire comme d'habitude et on finira par le graphique. Synthèse par division, les produits professionnels. La division des produits professionnels progresse de 1,6% à données comparables et de 2,7% à données publiées. Sans l'impact du phasage lié à la transformation IT en Amérique du Nord l'an dernier, la croissance aurait été supérieure de plus de 400 points de base. La division poursuit son impressionnant succès dans le soin du cheveu premium, stimulé par la stratégie omnicanal et la priorité donnée à la redynamisation du marché des salons, aujourd'hui atone. La division continue de surperformer dans un marché du soin capillaire premium qui reste dynamique. Le rythme de croissance est solide pour toutes les grandes marques, notamment Kerastase et L'Oréal Professionnel. Cette performance est boostée par les blockbusters comme Genesis de Kerastase, Metal Detox de L'Oréal Professionnel et Acidic Bonding Concentrate de Redken, ainsi que par de nouveaux lancements. Gloss Absolu de Kerastase, par exemple, connaît des débuts prometteurs. En collaboration ou en coloration, pardon, où la croissance du marché reste lente, la division continue d'innover avec le lancement de Matrix Super Sync, Airlight Pro, pardon, point. Airlight Pro poursuit son développement réussi en France et aux États-Unis. Alors Airlight Pro, il me semble que c'est leur nouveau produit, un sèche-cheveux à 500 euros. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, donc c'est le sèche-cheveux à 450 euros qu'ils ont sorti récemment. Ça poursuit son déploiement réussi en France et aux États-Unis. Ok, il commence par la France et les États-Unis pour l'instant. Ok. La division surperforme le marché de la beauté professionnelle dans toutes les zones géographiques, avec des résultats particulièrement remarquables en Europe, notamment en Allemagne, Autriche, Suisse, Espagne, Portugal. En Chine continentale et dans les marchés émergents, où les ventes en GCC et au Brésil progressent à deux chiffres. Alors, les ventes en GCC, on va aller voir c'est quoi. Conseil de coopération du Golfe. Ok, bon. Moyen-Orient, Chine continentale et marchés émergents, Brésil, progressent à deux chiffres. Ok. Donc très bien. Progression à deux chiffres dans une partie du monde sur les secteurs professionnels. Ok. Donc produit grand public, donc le premier secteur actuel du groupe, hein. Produit professionnel, c'est le troisième, il me semble. L'avant-dernier. La division des produits grand public enregistre une croissance de plus 2,3% à données comparables et de plus 2,5% à données publiées. La division poursuit sa stratégie de démocratisation et de premiumisation. Les volumes, le prix et le mix contribuent tous à la croissance. Les produits grand public continuent de gagner en soins du cheveu, boostés par le succès de L'Oréal Paris Glycolic Gloss et le lancement de Gross Booster. Fructis de Garnier accélère le lancement de Slick and Stay. La croissance en coloration est portée par le déploiement de Good et Color Sensation de Garnier. Le soin de la peau bénéficie des lancements de Garnier Pimple Patch et de Sérum L'Oréal Paris Revitalif, laser, tri. Ouh là là, mais c'est quoi ces noms? Ok, donc ça se passe bien pour les soins de la peau, ok. Afin de stimuler le marché du maquillage qui reste morose, notamment aux États-Unis, la division a lancé un plan d'innovation particulièrement robuste, avec notamment le mascara Big Deal et le gloss Plump Ambition de L'Oréal Paris. NYX Face Glue ainsi que le rouge à lèvres Liquid Teddy Tint et la mousse à sourcils Superflu de Maybelline New York. Ok, donc ça fait beaucoup effectivement d'innovation, hein. Ah, attendez, parce qu'il y a beaucoup de noms, donc ça fait un, 2, 3, 4, 5. Ok, donc 5 produits sortis apparemment au premier trimestre aux États-Unis pour rebooster un petit peu le secteur du maquillage qui reste morose. Ok. Parmi les quatre marques mondiales, L'Oréal Paris, Garnier et NYX Professional Makeup sont particulièrement dynamiques. Donc il manque Kerastase ou quelque chose comme ça. Il manque quoi? Pourquoi ils nous disent pas ce qu'il manque? Il manque Garnier. Je sais pas si c'est une marque mondiale. Maybelline. Il me manque Maybelline, New York. Ok.
Donc, parmi les quatre marques mondiales, L'Oréal Paris, Garnier et NYX Professional Makeup sont particulièrement dynamiques. Parmi les plus petites, Mixa continue de progresser fortement et la marque de maquillage coréenne 3CE by Stananda continue son expansion en Asie du Sud-Est. Fin mars, L'Oréal a finalisé l'acquisition de la marque coréenne de dermocosmétiques grand public Dr. G. Donc ça, on a déjà vu à la dernière publication. Les marchés émergents sont une fois de plus les principaux moteurs de croissance, avec des performances particulièrement notables au Brésil, en Inde et en Thaïlande. La dynamique est solide en Europe et la division réalise une performance légèrement en dessous d'un marché stable en Chine. La croissance ralentit en Amérique du Nord, en grande partie en raison de la faiblesse persistante de la catégorie maquillage. Ok, donc la division produit grand public en Chine, ça m'intéressait parce que jusqu'à présent, ils perdaient des parts de marché. Euh, Ils s'en sortaient plutôt pas mal, mais ils se faisaient attaquer sur le marché chinois par des marques locales qui attaquaient sur le prix, en fait, sur L'Oréal, pour le grand public. Donc, euh, donc pour la Chine, la performance reste légèrement en dessous du marché en Chine. Ok, donc les concurrents locaux moins chers continuent à prendre des parts de marché, d'après ce que je comprends. La croissance ralentit en Amérique du Nord, en grande partie en raison de la faiblesse persistante de la catégorie maquillage. Je l'avais déjà lu, et du coup ils ont sorti 5 innovations ce trimestre pour essayer de booster un petit peu ce secteur. Le luxe, actuellement deuxième secteur du groupe, et au vu de sa croissance, supérieure à la croissance des produits grand public, pourra peut-être, d'ici la fin de l'année, devenir le premier secteur du groupe, qui sait. Donc L'Oréal Luxe progresse de 5,8% à données comparables et de 7,3% à données publiées. Cette croissance bénéficie d'un effet de phasage positif de 300 points de base lié à l'implémentation de notre nouveau système informatique en Chine continentale. Eh bien, avoir changé de logiciel, du coup, ça leur a fait gagner de l'argent. Ok, c'est super. Par zone géographique, la dynamique est particulièrement forte en Europe et dans les marchés émergents, et solide en Amérique du Nord où la division renforce encore son leadership. L'Asie du Nord retrouve une dynamique. En Chine continentale, où le marché est seulement légèrement négatif, la division continue de surperformer. Ok, très bien. Toutes les catégories contribuent à la croissance, reflétant la force du portefeuille de marques complémentaires de L'Oréal Luxe. En parfum, la division enregistre une croissance à deux chiffres, surperformant le marché avec des progressions spectaculaires à la fois sur le segment féminin et masculin, notamment Libre et MySafe d'Yves Saint Laurent, Born in Roma de Valentino, Paradox de Prada, Idol de Lancôme, Emporio Armani et Wanted d'Azaro. La croissance du maquillage reste solide, tirée par les progressions à deux chiffres des marques couture, notamment Yves Saint Laurent, Valentino et Prada. Très bien, des progressions à deux chiffres, on apprécie fortement. Les nouveaux lancements comme Make Me Blush et The Inks par Yves Saint Laurent connaissent des débuts prometteurs. En soins de la peau, l'un des faits marquants est le lancement révolutionnaire de Lancôme Absolu Longevity Crème, la première crème au PDRN de la marque qui aide à maintenir l'énergie cellulaire. Hmm. Il y a eu un bad buzz à un moment, c'était L'Oréal, il me semble, qui avait sorti une crème Quantum. Est-ce que ce serait pas ça qu'ils auraient un petit peu changé leur communication? Bon, en tout cas, les crèmes au PDRN, je vais regarder vite fait sur Google s'il me dit quelque chose, mais Medicube PDRN. Qu'est-ce que le PDRN? Ok, ça m'intéresse. La page ne peut pas être trouvée. Ok, merci beaucoup. Je vais prendre 3 secondes, pardon, pour demander à ChatGPT. Ce serait intéressant de savoir ce que c'est le PDRN. J'aime bien voir leur nouveauté. Hop, est-ce que GPT va avoir la réponse? Le PDRN en cosmétique, ça veut dire polyrénine
Désoxyribonucléotide, c'est un ingrédient d'origine naturelle, extrait en général du sperme de saumon. Ouais, 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 vous avez bien entendu. C'est un ingrédient d'origine naturelle qui est extrait du sperme de saumon. Alors, je ne dis pas de bêtises, je sais bien ce que je lis. Voilà. Donc, c'est une super crème de L'Oréal Luxe qui va super cher et dont l'ingrédient principal d'origine naturelle est extrait en général, pas toujours, du sperme de saumon. Ouais, ouais. Ok, donc il est plus utilisé dans les soins de la peau pour ses propriétés régénérantes. Ok, donc super. Donc ils ont sorti une crème au sperme de saumon. Ok, super, ça marche bien, super. Beauté dermatologique. Alors, on va se revoir, il en est où par rapport aux autres secteurs? Ok, c'est le troisième secteur du groupe. Produits professionnels, c'est les plus petits, et l'avant plus petit, c'est beauté dermatologique. Ok, donc on se remet dessus. Beauté dermatologique. La division de la beauté dermatologique progresse de plus 2,7% à données comparables et de plus 3,5% à données publiées. Les écoulements de la division continuent de surperformer le marché mondial de la dermocosmétique. Ok, c'est bizarre, les écoulements de la division, bon. Donc, ils surperforment le marché mondial de de la dermocosmétique. C'est ce que je retiens. Comme prévu, les ventes sont impactées par une base de comparaison particulièrement difficile après le phasage des produits de protection solaire l'an dernier. La Roche-Posay reste le premier contributeur à la croissance, dynamisé par le succès de ses piliers comme Cicaplast et de franchises plus récentes comme Mela B3. Antelios UV Mune 400 anti-tache, qui a été lancé récemment, est désormais renforcé par la molécule principale de cette dernière. Parmi les marques liées à l'esthétique, la croissance de SkinCeutical continue de s'accélérer grâce à l'expansion de Pitiox, qui est actuellement lancée en Chine. CeraVe se poursuit son expansion dans de nouveaux territoires, que ce soit sa conquête continue dans les marchés émergents ou son entrée réussie sur le marché antipelliculaire. Ok. Donc de nouveaux territoires au niveau géographique et également de nouveaux produits. C'est ça qu'ils ont voulu dire. Aux États-Unis, où elle reste le leader du marché, CeraVe, la marque est confrontée à une base de comparaison élevée et à la pression concurrentielle. Tandis que l'Amérique du Nord reste difficile, le chiffre d'affaires progresse à deux chiffres en Asie du Nord et en Asie du Sud, Afrique, Moyen-Orient. Donc une progression à deux chiffres en Asie du Nord et en Asie du Sud et en Afrique et au Moyen-Orient. Très bien. Malgré une base de comparaison particulièrement élevée, la division progresse dans la plupart des marchés en Europe, donc division dermatologique. Je pense qu'on a fait toutes les produits, oui, donc on va voir maintenant par zone géographique, et après on finira par le graphique comme d'habitude. Donc en Europe, le chiffre d'affaires en Europe progresse de plus 4,3% à données comparables et 4,9% à données publiées. L'Europe réalise une croissance solide sur une base de comparaison élevée, surperformant un marché qui continue de ralentir, comme anticipé. Très bien, donc s'il avait anticipé, très bien. La croissance est tirée par les clusters Espagne, Portugal et Royaume-Uni, Irlande, l'Italie ainsi que la plupart des pays d'Europe centrale. Ok, c'est pas mal. L'Oréal renforce son leadership dans les catégories parfum, maquillage et soins du cheveu et continue de gagner des parts de marché en e-commerce, le circuit le plus dynamique. En produit grand public, les premiers résultats du relancement d'Elsev, marque leader du soin capillaire en Europe, sont extrêmement prometteurs, tout comme le démarrage du patch anti-imperfection Garnier. Mixa poursuit son déploiement réussi. L'Oréal Luxe surperforme largement son marché, porté par les parfums pour hommes et les lancements réussis en maquillage, notamment Make Me Blush d'Yves Saint Laurent et le mascara Lash Idol Flutter de Lancôme. La beauté dermatologique est confrontée à une base de comparaison particulièrement élevée. La Roche-Posay est une fois de plus le principal contributeur à la croissance. Le lancement récent de Vichy Collagène 16, ouais, connaît des débuts très encourageants. La croissance des produits professionnels s'accélère, contribuant à l'essor rapide du soin
capillaire premium en Europe. Redken Acid Bonding Concentrate confirme son succès. Le lancement de Kerastase Gloss Absolu démarre très bien. Ok, donc l'Europe, très très bien. Amérique du Nord, par contre, moins 3,8%. J'espère qu'on aura des explications. Et pas seulement une base de comparaison difficile ou un changement de logiciel informatique. Allez, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ajusté du phasage de l'année dernière lié à la transformation informatique, la croissance établie à plus 0,5% en comparable. Dans un marché en ralentissement, cette dernière est tirée par l'expansion des canaux de distribution, la valorisation et l'innovation. Donc l'expansion des canaux de distribution, donc ils ont de plus en plus de distributeurs en Amérique du Nord, la valorisation et l'innovation. Ok. L'Oréal Luxe surperforme le marché, renforçant encore sa position de numéro 1 en parfum aux États-Unis, tiré par le succès continu de Born in Roma de Valentino et Libre et Myself d'Yves Saint Laurent. En maquillage, les marques couture maintiennent une forte dynamique portée par Yves Saint Laurent. En produits grand public, le soin capillaire reste la catégorie la plus dynamique. L'Oréal Paris et Garnier progressant toutes deux plus vite que le marché. Très bien, ils font mieux que le marché, très très bien. Dans un contexte difficile pour le maquillage, la division surperforme le marché, portée par son solide plan d'innovation, notamment sur le segment des lèvres. Ok, ça surperforme, hein, c'est cool, hein. La beauté dermatologique est confrontée à la fois à un ralentissement du marché et à une base de comparaison particulièrement élevée. Dans ce contexte, les marques les plus performantes sont La Roche-Posay et SkinCeutical. L'entrée de CeraVe dans le soin capillaire connaît des débuts prometteurs et constitue une nouvelle opportunité de croissance. Les produits professionnels surperforment le marché, boostés par le dynamisme continu de la catégorie du soin capillaire premium. Kerastase progresse à 2 chiffres grâce à sa stratégie omnicanale réussie, au succès continu de ses piliers phares Nutritive et Genesis et à un panier d'innovation bien rempli. Très très bien. Ok, donc bon, moins 3,8%, ils m'ont pas tout à fait dit pourquoi. Bon. Asie du Nord, oui, plus 6,9% en données comparables et plus 8,4% à données publiées. Cela inclut un effet positif de phasage de 850 points de base lié à l'implémentation de nouveaux systèmes informatiques en Chine continentale. En Chine continentale, le marché de la beauté, atone au premier trimestre, se redresse lentement. L'Oréal continue de surperformer le marché en luxe, beauté dermatologique et produits professionnels. Donc il ne surperforme pas en produits grand public. Ouais. La division des produits grand public progresse légèrement moins vite que son marché. Le groupe surperforme à la fois sur les circuits offline et online. Ok. Donc produits grand public, toujours un petit souci en Chine. Les perd des parts de marché dans le grand public en Chine. Le chiffre d'affaires progresse au Japon, tiré par l'activité touristique, ainsi qu'en Corée. Les conditions restent difficiles dans le travel retail, où les ventes continuent de reculer. En Asie du Nord, la croissance est portée par la beauté dermatologique, où toutes les marques progressent fortement, ainsi que par les produits professionnels, où Kerastase maintient son rythme impressionnant. Le chiffre d'affaires des deux divisions est en hausse à 2 chiffres. Très bien, 2 chiffres, on apprécie. La performance du luxe est portée par les marques couture, notamment Yves Saint Laurent, Prada et Maison Margiela, ainsi que par Aesop. Donc Asie du Sud, Afrique, Moyen-Orient. La zone progresse de 10,4% à données comparables et 12,2% à données publiées. Donc on se rappellera que c'est la plus petite zone géographique du groupe, mais la plus forte progression du groupe. Donc dans cette zone géographique, la croissance est équilibrée. Toutes les catégories et divisions y contribuent. Elle est fortement tirée par les volumes, conformément à la stratégie régionale d'acquisition de nouveaux consommateurs, ainsi que par une amélioration du mix. Ok, mais surtout les volumes, hein. Ils veulent pas augmenter les prix tout de suite. Déjà, ils prennent des parts de marché, ils prennent des clients, les clients prennent des habitudes, et après, dans le temps, ils augmenteront le prix. Super. Par division, le luxe réalise une forte croissance portée par Yves Saint Laurent et Armani, tandis que la beauté dermatologique est boostée par la Roche-Posay. Par catégorie, les parfums,
les parfums, le soin du cheveu et le maquillage progressent à 2 chiffres. Très bien. Les parfums sont en expansion sur tous les marchés, tirés par les marques couture. Le soin du cheveu est dynamique, aussi bien dans les circuits grand public que professionnels. L'accélération du maquillage est soutenue par les lancements récents. Par marché, les principaux contributeurs sont les clusters Australie, Nouvelle-Zélande et Conseil du Golfe, la Thaïlande, l'Inde et le Vietnam. Sur Internet, Internet continue d'être un moteur de croissance clé dans toute la zone, notamment en Asie du Sud-Est, en Inde et en Arabie Saoudite. L'Afrique subsaharienne réalise un nouveau trimestre de croissance soutenue et équilibré, porté à la fois par les volumes et la valeur. Par catégorie, la dynamique est particulièrement forte en soins de la peau et en soins du cheveu. Toutes les divisions progressent à 2 chiffres, tirées par les produits professionnels et les produits grand public. Très très bien. Amérique latine, donc un petit secteur géographique du groupe. Le chiffre d'affaires en Amérique latine progresse de 7,9% à données comparables et de 0,4% à données publiées. La dynamique est portée par une contribution bien équilibrée de la valeur et des volumes. Par pays, le Brésil et le Mexique sont les deux principaux contributeurs à la croissance. Le Brésil progresse à 2 chiffres, tandis que le Mexique est quelque peu freiné par la base de comparaison élevée de l'année dernière et les incertitudes liées aux droits de douane américains. Ok, en tout cas, Brésil, progression à 2 chiffres, j'apprécie. Par division, les produits professionnels et le luxe affichent des résultats exceptionnels, tirés par un plan d'innovation très robuste. Les produits grand public continuent d'enregistrer une croissance solide, le Brésil et le Chili étant particulièrement dynamiques. Toutes les marques phares contribuent à cette performance. Les catégories les plus dynamiques sont le maquillage, avec une croissance à 2 chiffres à la fois en produits grand public et en luxe, les parfums ainsi que le soin du cheveu, où les divisions des produits professionnels et produits grand public affichent une croissance à 2 chiffres. Waouh, très bien, bah super. Alors que le chiffre d'affaires progresse dans les magasins physiques et sur Internet, les ventes en ligne sont particulièrement dynamiques, principalement tirées par les pure players. Ok. Fait marquant depuis la dernière publication. En stratégie, en février, L'Oréal a annoncé un partenariat beauté exclusif de long terme avec Jacquemus, renforcé d'une prise de participation minoritaire soutenant son développement indépendant. Recherche. L'Oréal a ouvert un nouveau centre de recherche et innovation aux États-Unis, son plus grand centre recherche et innovation hors de France. Plus de 600 scientifiques innovent localement pour inspirer le monde, stimulant les marques américaines emblématiques telles que Maybelline New York, CeraVe et Kiehl's, grâce à une science et une technologie de pointe. Performance environnementale, sociale et gouvernance. Alors je suis déjà un peu long, c'est hyper intéressant, je vous laisse faire pause pour ceux que ça intéresse, c'est hyper important, hein, c'est très important pour le groupe, pour son image de marque. Je suis sûr qu'il s'en sort super bien. Généralement, on n'y comprend rien, donc je passe, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Hop. Autre, L'Oréal figure parmi le top 50 All-Star du classement annuel des entreprises les plus admirées au monde, établi par Fortune et Korn Ferry, où il se classe premier en France et dans la catégorie consommation européenne. Très bien. En avril, L'Oréal a confié un mandat à un prestataire de services d'investissement portant sur l'acquisition de ses propres actions dans le cadre de... Bref, ils font des rachats d'actions euh, à partir du 30 juin jusqu'au 30 juin, du 23 avril au 30 juin, 500 millions d'euros de rachat d'actions. Ok, pour un maximum de 2 millions d'actions rachetées. Et les actions rachetées sont destinées à être annulées. Ok, donc très bien. Donc il y a des rachats d'actions en cours du 23 avril, enfin à venir, hein, dans une semaine, jusque fin juin, pour un maximum de 2 millions d'actions qui seront en plus annulées ensuite. Donc très très bien. Ok, donc on a tout fait, on va se refaire un petit coup de futur sur L'Oréal, on était à plus 6 tout à l'heure, c'est un petit peu redescendu, on est à plus 4,5%. Moi je nous trouve un peu cher, enfin, dernière nouvelle, il y avait un petit peu de marge de progression possible. L'Oréal, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier. On s'attendait à la publication du 17 avril. Je l'enlève parce que sinon ça va nous gêner.
Donc sur L'Oréal, j'estime un PER juste comme étant un PER de 30. En 2024, à la dernière publication, avec un PER de 30, ça donne un truc de prix à 358 euros. Pour cette année, il est prévu une petite progression, ce qui me donne un petit de prix à 386 euros avec un PER de 30 toujours. Donc là, on est à 341 euros. En après-marché, on est à 357. Donc il y a vraiment, voilà, si on prend de 341 la clôture à 386 estimé juste par mois, ça fait 12-13% de potentiel haussier sur L'Oréal au prix de clôture aujourd'hui, jeudi 17 avril. Donc moi, il me semble que c'est pas un potentiel suffisant sur L'Oréal. C'est une des plus magnifiques sociétés. Elle chute rarement, se paye toujours cher, sauf en cas de crack. Pour l'instant, il n'y a pas de crack. Je vais espérer personnellement une grosse zone d'achat sur les 300-320 euros sur L'Oréal. Mais 20% de marge de sécurité pour cette année pour viser 386 avec une marge de sécurité suffisante d'après moi, ça sera sous les 308,80 euros. Les 20% de marge de sécurité par rapport à ce qui est attendu l'année prochaine sont sous les 336 euros pour les investisseurs les plus blindés qui pourront se renforcer plus bas s'il le faut. Ok, donc j'ai tout donné ma zone d'achat pour l'instant 300-320. On est sous une résistance des 363-373 euros sur L'Oréal. 373 à passer. Et en journalier, du coup, on est toujours sous résistance log baissière à court terme, que je vais remettre bien d'ailleurs, voilà. Sous M200 jours baissière. On a un gap haussier qu'il faut combler, et c'est la première étape, il faut le combler pour aller sur le support des 300-320. Ce gap haussier il est à 332,95. Si à un moment donné on pourrait clôturer sous les 332,95, potentiellement on pourrait aller sur les 320 euros le haut du support et en suivant potentiellement les 300 euros le bas du support. Donc les prix qui m'intéressent perso. Donc les 332,95 à abattre au sud pour aller voir le support plus bas. Et au nord, au contraire, donc il y a une résistance solide baissière à court terme qui passe aujourd'hui sur les 351,20 €. Donc il me semble que c'est le prix en après-marché. Ah non, on a 357, pardon, en après-marché. Donc on est plutôt en après-marché a priori sous M200 jours, aujourd'hui à 360,98 €. Donc M200 jours à passer, un prochain objectif sur L'Oréal. Ensuite, on aura la zone de résistance, hop, donc que j'ai dit tout à l'heure, les 363, 373 sur L'Oréal. Ok, à un prix qui laisse une petite marge enfin une petite progression possible, mais pas une marge de sécurité suffisante d'après moi. C'est une des plus magnifiques sociétés, on aura une marge de sécurité suffisante seulement s'il y a une panique sur le marché, hein. Ok, n'oubliez pas de mettre en commentaire du coup ce que vous en pensez de L'Oréal, ça fait super plaisir. N'oubliez pas les pouces non plus avant de partir, et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao!